Bonjour, cette série de vidéos sera consacrée à la résistivité électrique. Elle est l'une des méthodes électriques de prospection géophysique les plus répandues. Hi, this is Terradar Exploration. We are currently working in this project applying the resistivity method, one of the most old, or if not the first, geophysical method for underground exploration. And here we have the electrical engineer applying the energy to the underground and recording every measurement that we get. And here we have the central electrodes for which are used to measure the differential potential, and we have the external electrodes that are going to switch one by one by the technicians as we go opening our depth. This is a linear array applying the Schlumberger method, one of the best. And this method, the resistivity method, is used for different objectives. In this case, the objective is to determine the location of the best positions to drill absorption wells. But it also can be used for mineral studies, water detection, and in construction for modeling, remodeling, planning, extensions, etc. En semestre 3, on va commencer par une introduction dans laquelle on va distinguer des méthodes électriques dites actives, où on injecte du courant au sol, on utilise des courants appliqués, et des méthodes électriques dites passives, où on utilise les courants naturels. On va donner après un aperçu historique de ce qui a été fait en géophysique en utilisant les méthodes électriques. On va donner des notions des notions de l'électricité de base, puis on va attaquer les modèles d'un milieu isotrope homogène, puis d'un milieu à deux couches, ça veut dire une seule interface horizontale, puis on va généraliser à multiples interfaces. On s'intéresse à la distribution du courant, à la relation entre les lignes de courant et la densité du courant. On va définir la résistivité apparente, puis un développement quantitatif et qualitatif de la forme de résistivité dans le cas de deux couches. Puis on va utiliser le logiciel Resist. En semestre 5, on va voir la forme des courbes de résistivité apparente pour le cas d'un contact vertical comme une faille, par exemple. On va utiliser les CST et le EST. Le cas où on a un pondage d'interface ou bien d'une couche. Puis on va voir des procédures sur le terrain, à savoir l'instrumentation, la configuration des électrodes. Puis une interprétation quantitative des courbes de la résistivité apparente. Puis en dernière section, on va voir quelques applications de la résistivité électrique. Diverses sont les méthodes électriques. Parmi les méthodes dites actives, on trouve la résistivité électrique, la polarisation provoquée ou bien induite, et les méthodes électromagnétiques. Le principe de la méthode de résistivité électrique est simple. Avec un résistivimètre, on peut injecter et recevoir du courant à l'aide de deux électrodes et puis calculer ou bien mesurer la résistivité électrique entre deux autres électrodes en mesurant la différence de potentiel. Alors ça va nous aider à déterminer la répartition de la résistivité électrique dans la subsurface
et à une interprétation de la structure et de la nature de la subsurface. La polarisation provoquée ou bien induite consiste à injecter un courant électrique dans la subsurface et à mesurer son effet capacitif ou bien chargeabilité en mesurant la relaxation électrique de ceci après l'arrêt de l'injection. La chargeabilité liée à de nombreux facteurs comme la composition minéralogique, la perméabilité et la porosité. Un effet PP ou IP peut donc indiquer la présence de sulfure, de magnétite, de graphite, de pyrite et de certains argiles. Il peut indiquer aussi l'existence de l'eau, en particulier salée. PP ou bien IP a été utilisé pour les minerais disséminés, en particulier pour les gisements d'or, car elle permet de détecter les disséminations à 0,1 jusqu'à 0,2% de pyrite. La troisième méthode dite active, c'est la méthode électromagnétique. Elle est basée sur le principe d'induction. Alors, un émetteur en surface produit un fort champ magnétique primaire variable avec le temps qui pénètre dans le sous-sol. Des courants dits de Foucault sont induits dans les conducteurs excités par ce champ primaire. Ils produisent à leur tour un champ électromagnétique dit secondaire qui va être détecté à la surface ou bien dans des trous de forage par un récepteur. En ce qui a trait à la géologie, la méthode électromagnétique EM est mise à profit dans le cas d'études structurales pour la détection de failles ou de flexures, la recherche de cavités, l'évaluation de l'épaisseur d'un recouvrement alluvionnaire, la recherche de filons d'eau souterraine, la recherche de gisements de graphite, de sulfure massif et de magnétite massive. Parmi les méthodes électriques dites passives, on distingue la polarisation spontanée et la méthode magnétotellurique. La polarisation spontanée consiste à mesurer les différences potentielles électriques générées naturellement dans les sols et qui peuvent se scinder en deux composantes. Celles liées au potentiel minéral, minerai de sulfure, minerai de graphite, magnétite, charbon, veine de quartz, pegmatite, et à autres potentiels comme la circulation de fluides, réactions géochimiques, bioélectriques, mouvements d'eau souterraine et topographie. Dans la méthode magnétotellurique, le champ magnétique naturel pénètre dans le sol de la Terre et sa variation temporelle va induire un courant électrique dans les roches terrestres naturellement conductrices appelé courant tellurique. Ce dernier va à son tour engendrer un autre champ magnétique appelé champ magnétique secondaire. Le principe de la méthode magnétotellurique est d'enregistrer dans un premier temps la variation temporelle des champs géoélectromagnétiques. Cet enregistrement est ensuite converti en un champ dépendant de la fréquence. La relation entre la phase et l'amplitude des champs électriques et magnétiques à une fréquence déterminée donne alors des informations sur la distribution de la conductivité du sous-sol. L'histoire de la prospection électrique date essentiellement des années 1830, lorsque Robert Fox a utilisé les courants naturels associés à des dépôts de minerais de sulfure à Cornwall, en Angleterre. Au début des années 1900, Schlumberger en France et Wiener aux États-Unis ont appliqué le courant au sol et ont mesuré la différence de potentiel qui en résulte. Ils ont établi la méthode de résistivité à courant continu. En 1914, Schlumberger a trouvé un dépôt de minerais en Serbie en utilisant la polarisation spontanée et en 1917, la méthode électromagnétique a été introduite par Conklin. Les courants telluriques ont été étudiés par Guy Chéronnet aux États-Unis en 1920
Pratiquement tous ces travaux antérieurs étaient associés à des gisements de minerais et à leurs explorations. L'une des premières applications non commerciales était la cartographie d'un substrat rocheux de haute résistivité par Crosby et Leonardon en 1928 lors d'une prospection sur un site de barrage proposé.